Je réitère mon souhait de bienvenue pour notre réunion organisée en partenariat avec la chaire du CNAM de gestion des services de santé. Pour nous, le Cercle Entreprises de Santé, nous sommes un cercle d'entreprises engagées pour la santé et sécurité du travail, avec comme volonté de toujours faire mieux. Nous travaillons avec des réunions internes, puis nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir une réunion en rayonnement plus large sur un thème qui suscite vraiment un grand intérêt, toujours avec l'objectif de faire mieux. Il n'y a pas de doute que l'hôpital en particulier, c'est un lieu important où la bienveillance et la souffrance se rencontrent. Je salue spécialement parmi nos membres, alors tous nos assistants, et parmi nos membres Christine Louis-Simon, Jean-Marie Pestler qui sont là. Je salue le professeur Alain Greenfeld, le professeur Christine Geoffroy et vous tous qui êtes là. Merci donc, et je passe la parole à Anne-Marie Devèvre qui va enchaîner. Je n'ai pas présenté nos intervenants, mais on aura l'occasion de les applaudir sûrement tout à l'heure. Merci Anne-Marie. Merci à vous, et maintenant, si vous voulez bien, Sandra, si je crois que vous êtes là, si vous pouvez aussi accueillir au titre du CNAM des rencontres de la chaire de gestion des services de santé, avec qui on organise ce soir cette visioconférence, et je vais vous dire deux mots de nos invités tout à l'heure. Sandra, c'est à vous. Alors, pas de Sandra. Hello. Bon, alors c'est moi qui enchaîne. Bon. Oui, maintenant on l'entend. Sandra? On l'entend, on l'entend. Vous m'entendez? Ah voilà, Vous m'entendez pas? Il y a un peu des ruptures, mais ça va. Vous m'entendez pas? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, alors excusez-moi, j'étais juste en train de vous dire que je me réjouissais de passer encore cette soirée en votre compagnie avec le cercle qui est ici ce soir avec nous pour cette belle soirée autour de ce thème qui est vraiment d'actualité et qui nous réunit. Hein, votre préoccupation, c'est bien la santé au travail, et c'est évidemment la gestion des services de santé. On a besoin de regard des spécialistes qui sont ici ce soir avec nous pour nous apprendre ce qui se passe à l'intérieur des établissements et peut-être comment y faire face, hein, et avec quels outils. Donc merci à vous, merci au Cercle, merci Jacques, merci Anne-Marie pour cette belle soirée en votre compagnie avec cette belle table. Merci à vous Sandra, et vraiment sympa. Alors, ouais, c'est vrai que c'est une belle soirée, mais c'est vrai que ça sera bien quand on pourra le faire en direct, ça sera en gros pas mal, mais enfin déjà c'est bien que vous soyez là, et on a le plaisir, donc je vais vous présenter nos intervenants, si vous voulez bien. L'idée de cette question de violence en milieu de santé, ça fait un petit moment qu'on tourne globalement autour de ces questions. On a eu au sein du cercle, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure, des réunions spécifiques là-dessus et sur ce sujet-là avec l'exemple de la PHP. Et puis, pourquoi ça nous concerne? Je dirais que le milieu de santé, ne serait-ce que par la fameuse théorie RSE de symétrie des attentions, de se dire que l'attention qu'on peut avoir finalement à la vie au travail de ceux qui nous soignent devrait être aussi importante que l'attention qu'ils ont globalement pour nous. Et donc, voilà, on a intitulé ça « Violence au milieu de santé, anticiper, prévenir, faire face ». Et l'idée, comme toujours avec la façon de voir du cercle, c'est de se centrer, j'allais dire, sur la vision, les perceptions et l'action, surtout des opérationnels là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'avoir plus que trois regards, c'est trois types d'actions. Le premier, c'est vraiment l'opérationnel du soignant, ce qui est la finalité même de l'hôpital, et on remercie le docteur Christophe Choquet d'être ici et d'être parmi nous. Il a fait en plus l'effort de venir de Bichat jusque dans l'île Saint-Louis. Alors en plus, juste pour vous situer là où il est complètement fermé, on est à 7 mètres sous terre, donc s'il hurle, personne ne l'entendra dehors, et les téléphones ne passent pas, donc comme ça au moins on n'a pas... Christophe Choquet dirige l'unité fonctionnelle des urgences de Bichat,
Bichat, je crois que c'est le deuxième ou le premier service d'urgence, enfin, je veux dire en tout cas en nombre de passages. Voilà. Donc l'œil de l'opérationnel soignant, encore une fois, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est comme ce qu'est la finalité de l'hôpital. Second regard, et merci à Jean-Philippe Cabanette, il est là, il est à distance, puisque lui, il est directeur sécurité du CHU régional de Lille. Autre optique, cette fois-ci, du responsable de la sécurité. Alors j'ai regardé le CHU de Lille, je crois que c'est plus de 60 hectares, donc voilà, et un nombre de gens aussi tout à fait important. Et puis l'intérêt aussi de Jean-Philippe, c'est qu'il n'est pas que tombé dans la santé, il a une vie antérieure, et donc c'est aussi intéressant d'avoir la perception de ce type de questions de sécurité et de violence par rapport à la santé. Pierre Colonna, alors qu'on est heureux d'avoir chez nous qui est membre du cercle, j'ai avec lui, alors il a un peu plusieurs casquettes puisqu'il a été à la fois opérationnel, je dirais, directeur d'hôpital et notamment en Corse, à Ajaccio, donc faites attention qu'on a un Corse, mais je crois qu'on en a d'autres parmi nous, donc il faut faire très attention. Et puis il est maintenant à la DRH de la PHP, plus particulièrement en charge justement des enjeux de qualité de vie et de vie au travail là-dessus. Et puis notre guest star, c'est Luc Brunet, dont on disait que pour une fois on lui avait laissé faire la grasse matinée, pardon de dire ça, puisqu'il est à Montréal, donc avec 6 heures d'écart là. Je veux dire qu'une autre jour il est intervenu, donc il devait être 4 heures du matin pour lui, pour une réunion qu'on avait à 10 heures. Merci Luc. Et donc Luc, lui c'est l'œil du grand expert, je vais dire, puisqu'il est à la fois expert sur les questions de violence, et aussi sur donc, les questions de management et d'organisation, puisqu'il dirige en fait la chaire de psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal. Merci à Luc d'être là. Et puis, donc, de notre côté, on sera vos intervieweurs, donc le président Bouvet, Sandra Bertheusen et moi-même de ce côté-là. Juste 2 mots, si vous voulez bien, maintenant, sur le cercle. Donc, on a 2 activités. On a un tout petit truc, hein, mais on est actif, mais tout petit. Et donc, on a une activité pour nos membres, et donc on se réunit tous les mois autour d'un thème un peu prospectif. Par exemple, hier, on regardait, c'était hier, ici même, on regardait la question du secteur de l'aéronautique et de l'impact du Covid. Mais vous me pardonnerez, je continue à dire le Covid, parce que je trouve que la soumission de l'Académie française à la traduction anglaise, jamais le secrétaire perpétuel précédent, qui était Maurice Druon, n'aurait laissé passer une telle absurdité. Enfin, pardon. Donc, on continue à dire le Covid, et donc on faisait le Covid, par exemple. La fois prochaine, on reste un peu dans le domaine de la santé, puisque on invitera aussi un médecin qui est spécialisé en cancérologie et qui a monté un institut qui s'appelle l'Institut Raphaël, et qui, en fait, aide à réinsérer les post-cancers ou les toujours cancers dans l'univers, j'allais dire, de la vie quotidienne et du travail. Voilà, ça c'est le club. Et puis la fonction rayonnement, je dirais que c'est, merci, avec Sandra Bertheusen notamment, aussi avec les CEF, ou bien en direct, on organise beaucoup plus largement, comme ce soir, des conférences ouvertes. Et maintenant, je dirais, un peu systématiquement en distanciel, en gros, depuis juin, et puis même avant. Et donc, sur cette question-là, je dirais que par exemple, c'est la 3e réunion qu'on organise avec le CNAM, avec Sandra Bertheusen. La première était sur le management toxique. Merci Luc, avec toi. Donc c'était le 25 juin, tu avais ouvert le feu, si on peut dire. Le management toxique, spécialement d'ailleurs en établissement de santé. On a organisé aussi un débrief Covid, que dans notre grande naïveté, quand on l'avait lancé, on l'avait appelé débrief post-Covid, quand on a voulu lancer ça en mai. Et le fait est qu'on continue, voilà, et on va poursuivre là-dessus. Donc si vous voulez bien, avant de passer la parole à nos intervenants, j'aimerais bien vous, juste de façon générale, vous présenter quelques actualités là-dessus, et vous nous direz, nos intervenants nous diront en gros ce qu'il en est. C'est que j'ai un peu l'impression qu'au niveau international, c'est pas exactement ce qui se passe en France. D'abord, quelques actualités là-dessus. J'ai emprunté... Pardon ? Coupe la barre. Il faut que je coupe la barre. Ah non, c'est là-haut. Voilà. Excusez-moi.
je ne suis pas complètement techno. Premier truc, et je l'ai emprunté, c'est significatif, c'est que finalement on a beaucoup plus d'informations générales sur les questions par exemple, de violence au travail sur les sites canadiens qu'en France, et sur les secteurs professionnels qui sont les plus exposés. Je pense que les travailleurs ce qu'ils appellent les travailleurs, donc j'ai repris leurs expressions, les travailleurs des secteurs de la santé, des secteurs des soins, sont a priori parmi les plus exposés. Au palmarès, ensuite vient l'enseignement, tout ce qui est le personnel de l'éducation et de l'enseignement, tout ce qui tourne autour ensuite de la sécurité, que ce soit de façon, j'allais dire, encadrée, légale, nationale, du côté de la police, mais les agents de sécurité, ou bien ce qu'on appelle les correctionnels, donc tout ce qui tourne autour globalement de la prison, ensuite les services sociaux, y compris les urgences, donc les pompiers par exemple là-dedans. À une époque, alors c'était particulièrement vrai en Amérique du Nord, c'était les employés de vente au détail qui par exemple se faisaient tirer dessus, et donc là le nombre de morts par exemple par arme à feu, c'était le plus souvent là-dessus, donc vendeurs d'alcool et aussi les transports et transports en commun. Voilà de ce côté-là. Voilà. Et là, je vous ai mis un petit florilège que vous aurez, si vous voulez, on vous les mettra en téléchargement. Alors, vu ce qu'on a préparé là-dessus, à l'international, qu'est-ce qu'on voit? Ce que vous ai mis à droite, là, c'est une manifestation qui est en fait en Inde, et où là, effectivement, les soignants se font agresser plus que souvent. Et puis ce que vous voyez, là, qui est à la fois le truc de RTL et de BMG, là-dessus, ce sont une presse qui est issue de cette ici qui est de la Croix-Rouge et aussi de l'OMS, et qui montre justement en ce moment avec le Covid, il y a une forme d'intensification de la violence, et particulièrement c'est le deuxième en Amérique latine, notamment parce qu'il y a une forme d'impuissance à soigner, à réguler là-bas, et donc là avec des attaques qui sont de plus en plus nombreuses et qui donnent, c'est un peu l'image du Moyen-Âge que vous avez là en dessous, et qui sont aussi de dire que tout ce qui touche au Covid, donc que vous ayez le Covid ou que vous soyez soignant du Covid, c'est surtout, n'en parlez pas à ma mère, mais surtout n'en parlez à personne, parce que ça suscite des agressions. Idem, donc vous voyez, vous l'avez aussi au Mali, là, à l'hôpital de Mopti, avec entre violence et coronavirus, les médecins sont acculés. Et puis aussi au Liban. Alors la France, là, je vous ai pris un petit florilège récent, donc qui vont de la Voie du Nord dans le Nord, d'un côté là on est sur la partie française, mais de Saint-Julien-en-Genevois, où là sont des patients alcoolisés qui s'en prennent ou autres, des menaces de mort, une augmentation de la violence aussi dans un hôpital parisien, et puis la Martinique, de la même façon, on voit les choses là-dessus. Et là, ce qui est globalement important à noter, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup là qui sont en comparution quasiment immédiate. Donc là, ce sont les agressions qui étaient en octobre, et 2 jours après, ils sont devant les... autre chose que, alors je vous l'avais mis, si certains ont regardé LinkedIn, c'est ce que j'avais mis là-dessus, c'est que le CHU de Rennes, par exemple, où il y a eu récemment, je crois, un épisode avec des coups de feu, c'était fin octobre, des agressions là-dedans, ils ont monté un clip, que pareil, on vous mettra le lien si vous voulez, et sur lequel, donc vous voyez là, le stop à la violence, et notamment très présent. Il y a eu un assez bon reportage qui a été fait par France Info là-dessus. Et voilà ce qu'il en est. Alors, pour Luc, mais pas que, au Canada, c'est la même chose, qu'ils soient anglophones ou francophones, hausse des agressions dans les hôpitaux psychiatriques, des prises de position, il faut que les gens comprennent le niveau de violence, donc là, effectivement, beaucoup sur les hôpitaux psychiatriques, et avec une intensification actuellement, parce qu'apparemment, ça pète les plombs un peu plus facilement qu'autrement. Voilà. Donc voilà le cadre, et puis aussi les questions des violences internes. Donc là, on a pris les 2 exemples qui viennent de sortir sur les écoles d'infirmières et sur les écoles d'infirmiers, et sur le traitement qu'ils peuvent avoir à l'intérieur de certains établissements et de la part de certains. Et puis vous avez vu aussi, il y a eu l'écho dans le monde de filles qui ont passé une thèse récemment, cette fois-ci, sur les internes en médecine et en médecine générale. Sur les faits. Alors là aussi, donc, je tire les faits de l'ONVS, c'est-à-dire l'Observatoire national des violences en santé, et voilà, en gros, annuellement, les chiffres qui nous indiquent. C'est 40 000 faits de violence qui seraient répertoriés par an. Par an, oui, ça par an. Et, qu'est-ce que j'ai dit? En France, je disais. Oui, c'est en France, bien sûr. Oui.
Et ce que nous disait donc l'initiateur de cet observatoire, donc, qui s'appelle Arnaud Coupard, Arnaud nous disait que c'était manifestement sous-évalué là-dessus. Mais enfin, bon, comme toujours, quand on démarre un observatoire, les déclarations sont toujours mêmes, et puis il y a tout un tas d'attitudes qui peuvent signaler. Et donc, sur les signalements qui sont analysés, 80% sont des atteintes aux personnes, mais d'une certaine gravité, puisque la moitié de ce côté-là sont des violences effectives. Ce n'est pas que des menaces ou des insultes ou des noms d'oiseaux, c'est des menaces effectives avec armes, pour certaines avec armes, et donc qui peuvent être qualifiées de crimes au regard légal. Et puis 20% aux atteintes aux biens, et là, donc, il s'agit des données 2018, puisque pour l'instant, c'est les données que donne l'Observatoire. Autre chose qui est aussi importante à noter, parce qu'on va voir que, encore une fois, là je vous fais un panorama global, et puis après on va se centrer sur le pratique, c'est la psychiatrie qui j'ai au palmarès, c'est quand même en tête, suivi les urgences, suivi les EHPAD, les autres traitant, donc j'ai mis la chirurgie, mais on a la même chose en radio ou autre, traitant de façon moins importante, moins significative là-dessus. Alors, idem, qu'est-ce qu'on appelle, juste pour qu'on se mette d'accord sur les définitions, et là, moi je suis parti encore une fois de celle de l'ONVS, c'est les atteintes aux personnes et aux biens, les incivilités, les violences physiques ou verbales, les actes de malveillance, la dégradation, les vols, les destructions, donc sur ce qui est atteinte aux biens. Et donc, c'est hors du champ des pratiques médicales, donc c'est hors de tout ce qu'on peut entendre, qui existe ou pas, de maltraitance, d'erreurs ou autres qui visent des patients dans le cadre d'un acte médical. Bon, si on regarde cette fois-ci les cibles ou les acteurs, voilà l'articulation qui en est donnée. Ça peut être de personnel de santé à autre personnel de santé, que ce soit hiérarchique ou pas hiérarchique d'ailleurs, inter-équipe ou intra, que c'est des patients ou des accompagnants vers les personnels de santé, ou autres. Donc en gros on a la configuration à 4 possibilités de cette façon-là. Voilà donc en gros ce que définit l'ONVS. On vous mettra les liens pour que vous accédiez si vous voulez au rapport incomplet de l'ONVS et autres. Et donc ce qu'ils définissent comme personne, c'est la violence de personnes avec des comportements délinquants ou des conduites addictives. Rappelez-vous, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc pas mal de patients libres ou sous substances diverses. La violence de monsieur et madame tout le monde, et là c'est particulièrement les accompagnants qui peuvent flipper en accompagnant leurs enfants, leurs parents ou autres, donc ils peuvent s'en prendre au personnel. La violence par des personnes souffrant d'un trouble psychique ou neuropsychique et entre ou par des professionnels. Voilà en gros ce qui est, je vous donne là les définitions de l'ONVS de ce côté-là. Et puis j'ai pris, et puis on verra encore une fois que là c'est juste un bout de cas, si on peut me mettre, un plan qui est un plan de sécurité, qui est dans une optique sécurité, encore une fois. On va avoir ici plusieurs optiques. Il y aura d'abord l'optique soignant, qui est la première, celle de Christophe Choquet, et puis l'optique sécurité, qui est sur la conception de l'ensemble, et l'optique RH, RH et social. Et donc en gros, l'objectif c'est quand même toujours, il ne faut pas perdre de vue la finalité, qui est la qualité des soins aux patients, en préservant, si on peut dire à l'optimum, la qualité de vie au travail des équipes. Et donc c'est comment anticiper et réduire les risques. Et de ce côté-là, le plan, par exemple, que j'ai pris là comme exemple, il s'articule il y a globalement 3 grands trucs. Les personnes, les biens, et aussi la partie cyber, c'est-à-dire les informations. En termes d'action, c'est renforcer la protection des bâtiments et des fonctions critiques. Donc là, on vise à la fois des équipements et des sites et des configurations de sites. Autre priorité qui est donnée, c'est aussi se préparer à réagir en cas d'attentat. Donc voilà. Et puis le troisième point, alors qu'on a vu récemment dans un autre milieu qui est celui de la radicalisation, mais contribuer à la prévention de la radicalisation. Le tout étant, à la fois, il faut penser ça quand on est en responsabilité de sécurité. Donc Jean-Philippe nous dira là, c'est un exemple que j'ai pris comme ça. Hein. Penser la sécurité en temps normal, penser la sécurité en temps de crise, et voir comment on interagit ou on détermine ou pas avec les parties prenantes, qu'elles soient internes
ou externes, donc à la fois le management des hôpitaux, des équipes soignantes, les partenaires internes, puisqu'un hôpital par définition c'est ouvert à plein de monde, non seulement les patients, les soignants, mais il y a aussi les intervenants, les visiteurs médicaux et autres, pour bien clarifier leur rôle et leur rôle potentiel, encore une fois, en temps normal et en temps de crise. Voilà, c'était ça que je voulais vous indiquer, en indiquant aussi qu'en règle générale, quand on pense ce type de truc, on regarde bien les 3 grands types de facteurs: facteur humain, facteur organisationnel, et puis quelque chose qui est, c'est vrai, est bien identifié en tant que tel, qu'on appelle les facteurs architecturaux, et qui est toute la configuration des espaces, parce que on sait qu'il y a des espaces ou des équipements qui d'un certain côté peuvent faciliter l'agression et la violence, et d'autres qui au contraire les font baisser. Donc si je vous indique un petit peu tout ça, c'est aussi pour challenger et poser des questions à nos intervenants globalement là maintenant, et ça va être la partie à eux-mêmes, et donc